Il a imaginé des dieux capables d'anéantir l'esprit humain, mais personne n'a assisté à sa propre fin. 15 mars 1937. Providence, Rhode Island. L'hiver refuse encore de céder. Dans une chambre d'hôpital presque silencieuse, un homme de 46 ans s'éteint lentement. Pas de foule, pas de journalistes, pas d'hommage national. Juste quelques proches, une respiration fragile, puis plus rien. Cet homme s'appelle H.P. Lovecraft. À cet instant précis, il n'est pas une légende. Il est un écrivain presque inconnu du grand public, publié dans des magazines pulp, vivant modestement, malade, affaibli. Aujourd'hui, son nom est associé à l'horreur cosmique, à Cthulhu, à l'insignifiance de l'humanité face à l'univers. Mais ce matin-là, il meurt dans une quasi-indifférence. Comment le créateur de visions aussi monumentales a-t-il pu disparaître dans un tel anonymat? Pour comprendre sa fin, il faut revenir bien plus tôt, dans une maison de Providence à la fin du 19e siècle. L'enfant, Howard Phillips, Lovecraft, est fragile, souvent malade, souvent alité. Son père est interné alors qu'il est encore très jeune, sa mère est anxieuse, protectrice à l'excès. Les nuits sont longues, les journées silencieuses. Il lit énormément. Littérature gothique, mythologie, astronomie. Il observe le ciel, fasciné par l'immensité des étoiles. L'isolement devient un terrain fertile. Dans cette solitude forcée, son imagination grandit. L'horreur cosmique naît peut-être là, dans une chambre d'enfant, entre des livres anciens et un ciel nocturne trop vaste pour être rassurant. Un enfant qui comprend très tôt que l'univers est immense et que l'homme y est minuscule. Les années passent. Lovecraft écrit, correspond avec des centaines de personnes, développe un réseau d'amis écrivains, mais sa santé ne sera jamais robuste. En 1936, les douleurs abdominales deviennent insupportables, violentes, persistantes. Le diagnostic tombe tardivement, un cancer de l'intestin grêle. À l'époque, les options médicales sont limitées, les traitements sont lourds, inefficaces. Lovecraft sait, il comprend, il tient un journal qu'il appelle son « Diary of Pain ». Il y note avec une précision presque scientifique l'évolution de sa souffrance, la progression des douleurs, les effets des médicaments, pas de plainte excessive, pas de pathos, une observation froide, presque clinique, comme s'il étudiait son propre déclin. Le créateur de monstres indicibles observe désormais l'ennemi le plus banal et le plus cruel, la décomposition de son propre corps. Mais la maladie n'est pas la seule ombre qui l'entoure. Sa vie personnelle a été marquée par l'instabilité et la solitude. Il s'est marié en 1924 avec Sonia Green, une femme indépendante, énergique, très différente de lui. Ils vivent un temps à New York. Lovecraft y est malheureux. Il supporte difficilement la vie urbaine, la modernité, le bruit, la précarité financière. Les difficultés économiques s'accumulent, les visions du monde divergent. Leur séparation devient inévitable, même si le divorce officiel n'interviendra jamais avant sa mort. Lovecraft retourne à Providence, la ville qu'il aime presque obsessionnellement. Il s'installe au 66 College Street, dans la maison de sa tante. Vie modeste, peu d'argent, beaucoup de lettres, beaucoup de nuits à écrire. Dans une lettre de 1936 adressée à Clark Ashton Smith, il confie « Je ne crains pas l'extinction. Ce que je ressens plutôt, c'est du ressentiment face à la douleur et à la misère de la décomposition corporelle. » Cette phrase est essentielle. Elle résume tout. Lovecraft est un matérialiste convaincu. Il ne croit ni en l'âme immortelle, ni en un au-delà consolateur. Pour lui, la mort est une dissolution, un retour au néant. Pas de lumière divine, pas de jugement, juste la fin. Ce n'est pas la mort qui l'effraie, c'est la souffrance qui y mène. L'hiver 1937 est le dernier. En mars, son état s'aggrave brutalement. Il est admis au Jane Brown Memorial Hospital à Providence. Il est affaibli, amaigri, mais lucide. Il sait que la fin est proche. Le 15 mars 1937, au matin, il meurt. Il a 46 ans. Aucun grand quotidien national ne fait sa une sur l'événement. Aucun hommage littéraire majeur. Le créateur de Cthulhu s'éteint sans savoir que son nom traversera le siècle. Ses funérailles sont simples. Quelques proches, pas de cérémonie grandiose, pas de discours historiques. Il est enterré au Swan Point Cemetery à Providence. Des années plus tard, une pierre commémorative sera installée avec l'épitaphe devenue célèbre « I am Providence ». Une phrase qu'il avait lui-même écrite dans une lettre pour affirmer son attachement viscéral à sa ville natale. Aujourd'hui, des admirateurs du monde entier viennent se recueillir devant cette tombe. Mais en 1937, rien ne laisse présager ce pèlerinage futur.
Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Après sa mort, deux amis jouent alors un rôle décisif. Auguste Derlet et Donald Wandrei. Refusant que son œuvre disparaisse dans l'oubli des magazines pulp, ils fondent en 1939 la maison d'édition Arkham House. Leur objectif est clair, publier les textes de Lovecraft en volumes reliés et leur donner une légitimité littéraire. C'est le début de la Renaissance. Peu à peu, les recueils circulent. Les lecteurs découvrent un univers cohérent, peuplé de dieux anciens, d'archives interdites, de cités cyclopéennes englouties. C'est aussi à travers Derlet que l'expression « mythe de Cthulhu » se popularise, donnant une unité à cet ensemble de récits. L'œuvre prend une ampleur que Lovecraft n'a jamais connue de son vivant. Des écrivains s'en inspirent, puis on le retrouve au cinéma, dans les jeux vidéo et même dans la musique. L'horreur cosmique devient un genre à part entière. Lovecraft, mort pauvre et presque ignoré, devient l'un des auteurs les plus influents du fantastique moderne. Le contraste est saisissant, anonymat à sa mort, immortalité littéraire après. Ce qui rend cette trajectoire encore plus troublante, c'est sa propre vision de l'existence. Lovecraft ne croyait pas à une justice cosmique, il ne croyait pas que le talent garantissait la reconnaissance, il ne croyait pas que l'univers récompensait les efforts humains. Dans ses lettres comme dans ses récits, l'univers est froid, indifférent, gigantesque. Les dieux qu'il imagine ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont simplement au-delà de toute morale humaine. Pour lui, la véritable horreur n'est pas la mort, c'est l'insignifiance. C'est la révélation que nous ne sommes qu'un accident dans un cosmos sans centre ni but. Il est mort seul. Il est mort pauvre. Il est mort presque oublié. Mais son imagination, elle, a survécu. Aujourd'hui, ses œuvres sont étudiées, adaptées et analysées. Sa tombe est visitée. Son nom est prononcé dans le monde entier. L'homme qui écrivait dans l'ombre est devenu une figure incontournable de la culture moderne. Il a quitté ce monde en pensant que la mort était un simple retour au néant. Pourtant, son héritage prouve une chose fascinante. Les idées, elles, ne meurent pas si facilement. Il est mort dans l'ombre. Mais son imagination a traversé le temps. Et peut-être qu'au fond, l'univers indifférent qu'il décrivait n'était pas si silencieux que cela. Si vous aimez explorer les mystères oubliés de l'histoire, abonnez-vous à Univers Mystère, car certaines histoires ne meurent jamais, elles attendent simplement qu'on les raconte.